Bienvenue à l'université Jean Moulin Lyon 3 pour cette conférence grand public qui reçoit Guillaume Ancel. Alors, beaucoup de gens le connaissent ici, mais pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne sont pas nombreux, je rappelle qu'il est écrivain, ancien officier et qui aime se présenter comme un libre penseur, c'est important, qui intervient beaucoup dans les médias et sur les conflits armés qui occupent notre actualité malheureusement depuis plus de déjà 2 ans. Et Guillaume vient parler ce soir de son dernier ouvrage, donc Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, en nous livrant le récit personnel de ses années de formation passées dans cette école. Guillaume Ancel est aussi l'auteur de mémoires de guerre lorsque jeune officier. Au début des années 1990, il a été envoyé en opération militaire extérieure au Rwanda, au Cambodge et en Bosnie. Alors avant de laisser la parole à notre conférencier, j'aimerais revenir sur les mémoires de guerre. Je sais que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un vrai sujet pour Guillaume Ancel. Et alors, mémoire de guerre qu'on peut appeler aussi récit de guerre, qui est un genre littéraire très ancien. Remontant à l'Antiquité, si on songe à l'Anabase de Xénophon ou à la guerre des Gaules de Jules César, jusqu'aux mémoires de guerre du général de Gaulle ou encore les mémoires de Churchill. Mais attention, il y a 2 approches du récit de guerre. Il y a le récit de guerre comme version officielle des histoires, des chroniques qui fixent une doxa, un récit national. Et puis, il y a le récit de guerre qui est un récit personnel, celui du témoin. Ce sont évidemment les récits personnels qui nous intéressent ici et qui constituent une collection très riche à travers les âges de mémoires dans une démarche évidemment autobiographique. Nombre de ces récits ont été exhumés de leur état manuscrit au XIXe siècle pour être imprimés grâce à l'œuvre d'érudition, souvent d'officiers, naturellement portés aux faits de guerre. Il y a donc eu, depuis les temps anciens, une parole, une liberté de parole sur les guerres, loin de tout monopole étatique et de secret défense. À lire et à écouter Guillaume Ancel témoigner de la guerre aujourd'hui paraît plus périlleux et pas toujours audible. Au regard d'un genre si ancien et si pratiqué, ayant connu un grand succès, pourquoi rompre le silence sur le sujet de l'armée et de la guerre est-il devenu si difficile ? La question renvoie évidemment à la réception des ouvrages de Guillaume Ancel dans l'espace public et parmi ses anciens frères d'armes, car certains de ses ouvrages ont dérangé. Et ce dernier opus, sans doute, en interrogera plus d'un. Je vais laisser maintenant la parole à Guillaume pour vous parler librement, sans notes, de cet ouvrage qui retrace donc ses années de formation à l'école Saint-Cyr. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai pas l'impression. Merci. Pardon, est-ce que là vous m'entendez correctement ? Bonsoir et d'abord merci de votre présence. Je vais essayer de décrire quelques tableaux comme j'aime écrire, dans des choses assez courtes pour qu'on puisse passer d'un sujet à l'autre et pas vous assommer avec le silence. C'est toujours un exercice compliqué de parler du silence. Et donc j'essaye de m'y préparer depuis un moment. C'était plus simple d'écrire sur la question que de venir en causer. Et je vais commencer par une première histoire, mais qui m'a beaucoup surpris et en même temps qui est parfaitement illustrative de la culture dans laquelle nous vivons. Quand Flammarion a publié l'avis de parution du livre Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, j'ai eu dans l'heure un coup de fil du conseiller du patron de l'armée de terre, un jeune colonel brillant que j'aime bien, mais qui m'a appelé pour me dire « Tu sais, la Grande Muette, ce serait mieux qu'on n'en parle pas trop. » Voilà, j'ai trouvé que c'était en même temps génial et en même temps tellement représentatif de cette culture qui est ancrée au plus profond de mes camarades que j'en suis resté un peu les bras ballants.
Je lui dis, ça pourrait être l'occasion pour l'armée de terre et pour Saint-Cyr en particulier de montrer qu'on a beaucoup évolué et qu'au contraire, les choses se sont faites et qu'on réfléchit à cette, à cette nécessité de parler avec la société qu'on prétend défendre. Parce qu'en fait, la question centrale de la culture du silence de mes camarades, au fond, elle est là. On a une armée qui explique qu'elle est là pour défendre la société, mais elle ne lui parle pas. Et je souligne au passage que l'inverse, malheureusement, est vrai. C'est-à-dire que la société ne parle pas à son armée. C'est ça qui a animé le sujet de fond de la Grande Muette. Et c'est ça dont je dois avouer que je n'arrive pas à débattre avec mes compagnons d'armes qui sont encore en activité. Étonnamment, ceux qui ont quitté le service, et ça va me permettre de faire tout de suite la différence entre le secret des opérations et la culture du silence. Je ne fais aucune confusion sur le fait que, par exemple, dans ma promotion de Saint-Cyr, il y a Thierry Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées. Thierry ne peut pas s'exprimer à titre collectif sur le sujet, puisque c'est toute l'armée qui l'engage. À titre personnel, nous avons des échanges assez vifs, notamment sur ce sujet. Mais pour moi, il n'est pas question de dévoiler des secrets des opérations. Ce n'est pas ça le sujet. Tout le monde a des secrets professionnels, dans tous les métiers, dans toutes les activités. Je n'ai jamais parlé des opérations secrètes auxquelles j'ai participé, parce que ce serait trahir l'engagement que j'ai pris à ce moment-là. J'ai fait quelques années de l'antiterrorisme, par exemple, avec un camarade de la police qui est là. Et avec Serge, ça fait partie des sujets. On sait qu'on ne doit pas en parler, et donc on n'en parle pas. Non, le sujet dont je voudrais vous parler, c'est celui des officiers en particulier, mais pas seulement, qui, lorsqu'ils ont quitté le service actif, et sans jamais dévoiler de secrets qui mettraient en péril la sécurité de la France, sont en réalité incapables de s'exprimer. Et je l'ai ressenti très durement à cause de la guerre en Ukraine. Je refais le tableau. On est invité, ma promotion de Saint-Cyr. Une promotion de Saint-Cyr, c'est 160 personnes. Il y a une vingtaine, malheureusement, qui ont déjà disparu. Mais quand on fait une réunion à Paris, on arrive à se retrouver à 80, 90. Alors déjà, c'est très impressionnant parce que dans mes camarades, donc, qui vont bientôt être atteints par la limite de péremption dans l'armée, il y a quand même 40 officiers généraux. Donc quand ils sont là, il y a un côté constellation galactique, vous voyez, qui est très, très joli à percevoir dans la lumière du soir. Et là, on était invités justement dans les appartements de Thierry Burkhardt aux Invalides, enfin plutôt à l'école militaire, et on voit de ces terrasses le dôme des Invalides, c'est très chouette. Et mes camarades ne savent pas très bien comment m'approcher, puisque pour eux, je suis une énigme. Je suis le seul de ma promotion à ne pas avoir respecté cette culture du silence. Du coup, collectivement, ils ne s'expriment jamais avec moi. Mais par deux ou trois, pas tout seul. Ils viennent me voir, comme si c'était un peu délicat de s'exposer à un débat. Et ils viennent me poser la même question, ou plutôt ils viennent me dire à peu près la même chose. La première, c'est, au fond, c'est bien qu'il y ait quelqu'un dans notre génération qui ait écrit. Parce que quand on me pose la question de c'est quoi les opérations, qu'est-ce qui se passe dans la guerre, c'est quoi la vie militaire, eh bien, moi, je recommande à tout le monde de lire tes bouquins, parce que même si je ne suis pas d'accord avec toi, ils sont authentiques. Ça correspond à ce qu'on a vécu. Je pourrais dire aussi, comme je suis le seul à avoir écrit, ils n'ont pas grand-chose à recommander d'autres, mais ils ont la gentillesse de ne pas l'évoquer. On parle du Cambodge, qui a été pour moi ma première opération et qui nous ramène à une forme de nostalgie, puisque c'était le début de notre vie professionnelle, et qu'eux sont à la fin. 60 ans, c'est une limite stricte dans l'armée, et donc toute ma génération va partir presque d'un coup. On parle de Sarajevo et de la Bosnie-Herzégovine. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Vent glacial sur Sarajevo, et où presque toute ma génération est passée et a été profondément marquée par cette expérience d'une guerre qui, en réalité, était à nos portes, mais qu'on a fait passer pour un conflit comme une espèce de guerre civile, alors que, en fait, c'était bien une guerre à laquelle on était confronté, dans laquelle on s'est comporté de manière assez, critiquable.
en voulant protéger jusqu'au bout les Serbes sous prétexte qu'ils avaient été nos alliés historiques. Et puis après vient le sujet du Rwanda. Le Rwanda, un ange passe, ou plutôt un fantôme. On n'en parle pas. On n'en parle jamais avec mes camarades. Parce qu'ils ont tous été rudoyés par le fait que, après leur silence de 30 ans sur le sujet, le président de la République, chef des armées, est reconnu officiellement que notre intervention au Rwanda, l'intervention militaire de la France au moment du génocide contre les Tutsis, était un désastre français. Et que la responsabilité de l'Élysée, je reprends ces mots, la responsabilité de l'Élysée est accablante. Et comme mes camarades, pendant 30 ans, ont dû raconter une espèce de fable dont on se régale dans l'armée. C'était une belle opération humanitaire, nous sommes allés séparer des gens dans des massacres, alors qu'on a livré des armes aux génocidaires et protégé leur fuite. Pour éviter qu'on se tire les cheveux, qui en général sont très courts maintenant chez nous, on n'en parle pas. Voilà. Ça restera, à mon avis, à tout jamais, j'ose pas mettre de couleur, mais une forme de trou abyssal, pour revenir sur les problèmes galactiques. Et on ne peut pas l'évoquer. C'est trop compliqué de raconter que pendant 30 ans, on a raconté une fable et que d'un seul coup, le chef des armées nous a dit « mais il faut arrêter avec ces mensonges ». Et on passe au sujet suivant, le sujet qui les préoccupe tous, qui, je dirais, quelque part, nous préoccupe tous aujourd'hui. C'est le retour de la guerre. Au fond, et ça a sans doute été une des caractéristiques de ma génération, parce que c'est la mienne qui a vécu ça directement, nous sommes les derniers. Ma promotion fait Saint-Cyr entre 85 et 88. Il y a une année d'école d'application pour apprendre une arme en particulier. Moi, j'ai fait de l'artillerie. On arrive en 89 dans les régiments et on voit le pacte de Varsovie s'effondrer presque sous nos yeux. Et en fait, on comprend que toutes ces années de formation qu'on a eues pour faire un combat blindé de haute intensité n'a plus de sens. Et du coup, on va transformer l'armée de terre, les armées d'ailleurs, sans aucun débat et sans jamais le dire. Et là, on retrouve cette marque de mes camarades, la culture du silence. En fait, dans un accord tacite avec le pouvoir politique, dont je résumerai la direction à l'Élysée, parce que sur les sujets militaires, encore aujourd'hui, finalement, il n'y a que l'Élysée qui décide. On a transformé l'armée française, qui était une armée assez classique, plutôt à base de blindés et de canons d'artillerie, en un corps expéditionnaire léger pour aller porter des opérations partout dans le monde, dans des situations où on n'était pas très sûr qu'on nous demandait, mais nous étions sûrs que nous voulions intervenir. Et surtout, on s'est garanti qu'il n'y aurait jamais de débat autour de ces interventions. Et pendant 30 ans, mes camarades et moi je n'ai participé qu'à 4 guerres, mais ça faisait un certain nombre d'opérations. Certains en sont à 15, je crois, aujourd'hui. Sont intervenus au nom de la France dans des guerres qui n'ont jamais été appelées ainsi dans la société française. On n'a jamais été en guerre, et pourtant, avec la guerre de l'Ukraine, c'est la 33e guerre à laquelle l'armée française participe, depuis la guerre d'Algérie. Qui, pour les plus anciens, je le rappelle, n'était pas une guerre, mais des événements, bien sûr. Donc, ma génération a mis de côté un modèle d'armée qui existait pratiquement depuis la Révolution, une armée de conscrits mobilisés en grand nombre, de pas très grande qualité, mais importante en termes numériques, pour la transformer en une armée professionnelle, très pointue, très technique, très bien équipée, mais dimensionnée pour faire uniquement des opérations légères. Des opérations dont on ne parlera quasiment pas. C'est un peu une armée de forces spéciales. Et d'ailleurs, quand je dis ça, il y a toujours une image qui me revient en tête, qui m'étonne moi-même, alors j'ai la langue bien pendue, c'est que je suis un officier d'artillerie et pendant 30 ans, je ne l'ai pas dit. Parce que l'artillerie n'avait plus d'intérêt dans ces opérations et par conséquent, comme tous mes camarades, pour avoir une utilité, je me suis recyclé.
J'ai été chef d'équipe spéciale, j'ai mené des opérations spéciales et j'ai fait ça pratiquement pendant 30 ans. Et je ne disais pas que j'étais officier d'artillerie de peur que les autres se disent « Mais alors qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est avec nous ?» Et puis, pendant ces 30 années, on a mené beaucoup d'interventions. Globalement, c'était plutôt des échecs. Mais c'était bien parce que comme on n'en parlait pas, personne ne nous les reprochait. J'ai parlé d'une de nos dernières grandes interventions, c'est la guerre contre l'islamisme au Sahel, dont on se retire après 10 ans, après avoir dépensé des milliards, et en réalisant que, en fait, plus on tapait sur les jeunes djihadistes et plus on recrutait pour les jeunes djihadistes. Mes camarades se replient, un peu furieux, et à ce moment-là, la guerre en Ukraine se déclenche. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la guerre en Ukraine a été déclenchée par la Russie de Poutine. Hein. Il adore faire croire le contraire. Mais enfin, la réalité, c'est que personne ne souhaitait cette guerre et que, si vous vous souvenez bien, le 22 février 2022, il assurait au monde entier que jamais il ne déclencherait la guerre contre l'Ukraine. Et 2 jours après, bien évidemment, il y allait. Et ça, cette guerre, elle a complètement déstabilisé ma génération parce que ma génération va partir à la retraite pour ceux qui sont militaires. Moi, j'aurai la chance de travailler encore une dizaine d'années. Et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus l'armée adaptée à un conflit de ce type. Évidemment, la question qui se pose entre eux, quand on est entre nous, c'est « Waouh, qu'est-ce qu'on a fait ?» Est-ce qu'il faut qu'on explique très rapidement aux autres comment on remonte une armée blindée, mécanisée? Il faut 10 ans, en fait, pour monter une armée de ce type. Ou est-ce qu'on les laisse se débrouiller avec, comme nous, on a dû se débrouiller? Alors qu'on est en face d'un pouvoir politique qui, s'il fait montre un certain courage dans les débats sur le sujet, ne souhaite toujours pas donner la parole aux militaires, même sur les sujets militaires. Et donc mes camarades vont partir sans arriver à s'exprimer sur ce sujet. Et ce qui les choque beaucoup, c'est que moi, je m'exprime sur ce sujet alors que je ne suis plus dans l'armée et qu'ils considèrent que je ne suis plus un expert de cette question-là. Je revois encore un des chefs de l'armée française aujourd'hui me disant, tu vois, c'est Jean-François qui est le grand spécialiste de l'armée russe, c'est Julien qui est vraiment l'expert de l'armée ukrainienne, c'est lui qui est le spécialiste des drones. Et pourquoi ce ne sont pas eux qui sont invités sur les plateaux médias que tu occupes souvent pour causer, pour commenter l'actualité en Ukraine? Et alors, je leur dis, avec une fausse naïveté, mais bon, il n'y a aucun problème. Je les fais inviter demain par BFM, est-ce qu'ils viendront? Ah ben non. Ça fait 30 ans qu'on ferme notre gueule. On ne va pas venir sur un plateau télé pour d'un seul coup parler. Puis d'ailleurs, on ne saurait pas quoi dire parce que nous avons été élevés dans une culture du silence. Et j'avoue avoir été, et l'être encore, assez effrayé par cette contradiction chez mes camarades entre leur conscience que ce qui se passe en Ukraine est déterminant pour l'avenir de l'Europe. Ils voudraient tous donner leur avis sur le sujet. Ils ont tous un avis différent d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Ils voudraient tous expliquer ce qu'il faudrait qu'on fasse, comment on pourrait se défendre, qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare. Et ils sont tous rattrapés par cet ancrage culturel tellement profond, parce qu'il vient de leur formation initiale à Saint-Cyr, du fait qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur le sujet, même s'ils ont quitté le service, même s'ils ne parlent pas de secret opérationnel. C'est à cause de ça que j'ai voulu écrire sur Saint-Cyr, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre les réactions de mes petits camarades d'aujourd'hui si on ne revient pas 40 ans en arrière sur leur formation à Saint-Cyr. Et je vais vous parler 5 minutes de Saint-Cyr. D'abord pour vous dire que dès que j'ai publié ce livre, les critiques les plus virulentes ont été justement sur le fait que c'était un témoignage d'il y a 40 ans. Donc, quelle pertinence il avait aujourd'hui en 2024 ? Ah. Saint-Cyr est un bocal qui a un conservatisme difficile à décrire tellement il est important. Et il se trouve qu'à cause de ce livre, un de mes grands anciens, qui est quand même né en 1931, donc une jeunesse, qui a fait Saint-Cyr en 1954, 30 ans avant moi, vient de m'écrire une longue lettre
parfaitement arrondi, pas question d'utiliser l'informatique, pour me dire que ce que je raconte dans mon bouquin, c'est exactement ce qu'il a vécu en 1954, il y a 70 ans. Et j'ai reçu un mail, dans un format technologique très avancé, de 2 jeunes officiers, une femme et un homme d'ailleurs, qui sont à Saint-Cyr actuellement en 2024 et qui m'ont dit « Je suis heureux d'avoir lu votre livre parce que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui ». Donc je suis rassuré sur le côté non obsolète de mon récit. Saint-Cyr est une maison du conservatisme qui date en réalité de sa fondation. Sa fondation, c'est sous Napoléon Bonaparte. Et c'est Bonaparte qui va instituer cette académie militaire de formation des officiers de l'armée de terre, qui a donc plus de 2 siècles, plus de 220 ans maintenant, pour former l'élite de l'armée à faire la guerre et à se taire. À faire la guerre d'abord. En fait, quand on relit Napoléon, on ne mesure pas les conséquences de ce qu'il a dit à l'époque et qui est passé un peu comme une espèce de référence universelle, alors qu'elle est très, très douloureuse pour une partie de l'armée. C'est Napoléon qui dit « La guerre, c'est un art tout d'exécution ». Et si vous tirez le fil, ça veut dire que les officiers sont là pour exécuter. Et que seul Napoléon réfléchit et décide. Et ça pose une question fondamentale sur la formation des officiers, parce que c'est à ceux qu'on demande de commander et d'obéir. D'ailleurs, c'est un sujet qui est très peu élaboré à Saint-Cyr. J'aurais adoré qu'on m'en parle à l'époque, parce que je ne sais pas le résoudre. C'est cette contradiction qu'il y a entre plus on commande et plus on refuse d'obéir. Plus mes camarades montent en grade et ont des commandements élargis, et plus obéir leur pose des problèmes métaphysiques. En réalité, jusqu'où va l'obéissance? Et pourtant, les juristes nous ont marqué qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec la jurisprudence dite de Nuremberg, la question pour eux en termes de responsabilité est évidente. Un officier, en anglais on dit « commissioned officer », c'est quelqu'un d'assermenté. C'est le seul dans l'armée qui a la responsabilité des décisions qui vont être prises. Pourquoi ? Parce qu'un soldat est considéré comme les sous-officiers, comme des gens qui maîtrisent une technique et qui vont exécuter ce qu'on va leur demander de faire. Mais ce sont les officiers qui donnent les ordres. Et un officier, depuis la jurisprudence de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, les officiers ne peuvent pas se réfugier derrière leur obéissance pour justifier de l'exécution d'un ordre. Même un lieutenant, qui est l'officier le plus bas en grade dans la catégorie des officiers, ne peut pas dire qu'il a obéi à un ordre. Ce qu'il va faire, il doit l'assumer jusqu'au bout. Et pourtant, on va lui demander de se taire. Cette relation entre l'obéissance et le silence, pour moi, est une forme d'énigme. Alors, évidemment, on me l'a souvent reproché à Saint-Cyr et par la suite, quand on demande à quelqu'un d'obéir, c'est difficile en même temps d'accepter qu'il puisse discuter de tout. Bien sûr, le sujet n'est pas là. Moi, je suis parti à plusieurs reprises avec la Légion étrangère en opération. Ce n'est pas l'exemple le plus avancé de démocratie. Mais dans la Légion étrangère, ça m'a beaucoup frappé en opération quand on va se lancer dans un truc très dur. La veille, on réunit à peu près tous les détachements et pendant 1 heure, on va les écouter. Et c'est un moment de totale liberté d'expression. Et moi qui croyais être particulièrement critique et virulent, j'ai eu le sentiment d'être un gentil garçon un peu docile au milieu de mes petits camarades qui disaient à leur chef de corps, à leur colonel, qui ne bronchaient pas d'un iota. C'est une connerie qu'on va faire. Hier, on s'est pris une raclée. Si on fait ça, on va se prendre une raclée. Il ne faut surtout pas le faire. C'est complètement débile. Et puis, une fois que tout le monde s'était exprimé, ça dure à peu près 1 heure, le chef dit « Bon, maintenant, je vous ai entendu. Voilà mes ordres pour demain. » Et personne, là, ne discute plus. Parce que quelque part, on a le sentiment d'avoir été écouté par le chef de guerre qui prend sa décision en ayant entendu. Ça ne veut pas dire qu'il change réellement d'un iota sa décision, mais n'empêche qu'il sait combien on est hostile à tel type de choses et comment
comment nous-mêmes on comprend ce qu'on va faire. Ce qui est très surprenant, c'est que souvent, de l'extérieur de l'armée, on voit que la deuxième partie de l'opération, celle où il y a une obéissance totale aux ordres qui sont donnés, et on oublie, ou on parle peu, de la première partie, où on écoute tout le monde avant de leur dire que peut-être ils vont mourir demain. Cette question du rapport entre l'obéissance et le silence, pour moi, elle mériterait d'être investiguée beaucoup plus que je ne l'ai fait dans mon livre, où, je le reconnais, j'étais assez superficiel sur le sujet. Ce que j'ai simplement voulu montrer, c'est comment à Saint-Cyr, on nous fait rentrer dans cette culture du silence. Et je vais prendre un moment pour l'imager. Contrairement au monde des entreprises, ce n'est pas un contrat. En fait, on ne signe pas. Moi, dans toutes les entreprises où je suis passé, j'ai signé des contrats extrêmement sévères et rigoureux sur le fait que dans tel ou tel cadre, je n'avais pas le droit de parler de tel sujet. À Saint-Cyr, je rappelle qu'on a entre 19 et 22 ans quand on est à Saint-Cyr, on est très jeune. La question du silence s'impose toute seule, par le silence. Et je me revois la première fois que je suis confronté à cette question. Je viens d'arriver à Saint-Cyr. J'étais un jeune universitaire, plutôt de gauche, à Lyon, bien sûr, et je débarque dans ce milieu sans aucune connaissance militaire. Je suis halluciné par l'accueil, il y a des jeunes gens qui crient tout le temps, je ne comprends pas pourquoi, et je me retrouve en train de nettoyer des toilettes qui me semblaient pourtant très propres. Et je me dis, c'est pas grave, ça va pas durer. Mais en fait, le début de Saint-Cyr est un bahutage, c'est une forme de bizutage, assez éprouvant, où on est épuisé physiquement et nerveusement. Il n'y a pas de nuit qui dure plus de 3h30 et il n'y a pas de repas qui soit pris en moins de 3 minutes. En plus de 3 minutes, oui. Donc forcément, au bout d'un mois, on est un peu fatigué. Et là, le médecin-chef de Saint-Cyr vient au cours d'un rassemblement. Un rassemblement, c'est une activité très militaire où on aligne les gens et on va leur donner des ordres. Donc nous sommes alignés là, parfaitement, au cordeau, ça fait quelques semaines que nous sommes là. Et le médecin-chef des écoles de Couët-Quidan, qui est un médecin colonel, vient nous dire « J'ai entendu dire que vous subissiez des brimades et je voudrais savoir si c'est vrai. » Silence de mort. Et moi, comme un idiot qui n'ai pas encore capté tous les codes de ce monde que je ne connais pas, je vais m'avancer dans le parfait alignement de mes camarades pour dire au colonel, bah oui, c'est sûr qu'en dormant pas et en bouffant pas, il y a quand même un moment où on se sent un peu nerveux. Personne ne m'a rien dit. J'ai juste entendu ce silence qui m'entourait. Et j'ai compris, pour une fois à temps, que si je faisais ce pas en avant, je quittais Saint-Cyr. Et ça n'était pas mon choix. Et j'ai horreur de subir. Donc je suis resté dans les rangs et j'ai compris à ce moment-là que mon choix n'était pas entre répondre à ce colonel ou rester dans les rangs, mais qu'il était de rester à Saint-Cyr ou répondre à ce colonel. Cette culture du silence, elle s'instille très progressivement, elle n'est jamais explicitée. Il n'y a aucun livre sur la culture du silence dans l'armée, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de code. Mais elle s'apprend par le milieu qui nous entoure et par leur comportement. Parce qu'en réalité, à Saint-Cyr, on se conforme à un comportement qui nous est savamment distillé au cours de ces 3 années. C'est à cause de la guerre d'Algérie, en fait, que j'ai voulu ne pas respecter cette culture du silence. Parce que depuis 3 ans, je suis à Saint-Cyr, formation militaire souvent extraordinaire, avec des stages techniques qui ne sont pas à Saint-Cyr d'ailleurs, qui sont plutôt à l'extérieur,
qui sont absolument épatants. Et puis une ambiance que moi j'ai trouvée détestable, mais voilà, il faut résister pour aller jusqu'au bout de ces 3 années à Saint-Cyr, et un enseignement général de haut niveau, des profs qui viennent de partout en France, qui essayent de nous enseigner des sujets de culture générale auxquels on est souvent un peu réticent, parce que c'est vrai que de toute façon on est physiquement un peu fatigué, et puis surtout on a l'impression que ce qui est important c'est le militaire, et Saint-Cyr ne donne pas vraiment la priorité à cet enseignement général. Mais un jour, Saint-Cyr invite Pierre Schoendoerffer. Pierre Schoendoerffer, c'est cet ancien militaire qui est un des seuls cinéastes français à avoir produit une série de films sur la guerre, et notamment sur la guerre d'Algérie. Et donc ce jour-là, on a un immense amphi. Je crois qu'il y a 700-800 places dans l'amphi qui s'appelle Napoléon, bien sûr, à Saint-Cyr. Et Pierre Schoendoerffer arrive pour nous donner une conférence. Et pour la première fois en 3 ans, je vois que les cadres qui nous instruisent depuis 3 ans ont parmi eux les derniers qui ont fait la guerre d'Algérie. On est en 1987-88, et donc ils ont 25 ans de plus que la fin de la guerre d'Algérie. Et en 3 ans avec nous, ils n'en ont jamais parlé. Je le vois simplement à leur décoration, parce qu'ils ont sorti en grand uniforme pour accueillir Pierre Schoendoerffer, toutes leurs médailles. Et là, je vois Algérie, Algérie, Algérie. Et je suis sidéré. Et quand Pierre Schoendoerffer arrive sur la scène, je me dis, c'est formidable. Premier débat à Saint-Cyr, sans doute en 3 ans, Pierre Schoendoerffer va nous parler de la guerre d'Algérie. Et j'ai assisté à un spectacle très éprouvant. Pierre Schoendoerffer, c'est sûrement un homme assez étonnant, un profil difficile. D'abord, il arrive saoul. Il a bu dans l'avion qui l'emmène à Rennes, parce qu'en fait, quand il est stressé, il y a un vieux sous-officier qu'il a connu d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie à côté de moi et qui me dit « Pierre, dès qu'il est stressé, il picole. » Donc là, il a dû picoler pas mal. Il n'est pas bien et il se met à tourner sur la scène. J'en profite pour marcher un peu. Et pendant 1h30, il va nous parler de ses films sans jamais évoquer une seule fois la guerre d'Algérie. Comme s'il y avait un fantôme au milieu de la scène qu'il ne fallait pas nommer. Vous savez que chez les Indiens Navarro, nommer un fantôme, c'est le faire vivre. Et là, j'ai eu l'impression d'être chez les Indiens Navarro. Un Pierre Schoendoerffer qui arrive pendant 1h30 à nous parler de son œuvre qui n'a causé pratiquement que de la guerre d'Algérie, sans jamais évoquer la guerre d'Algérie. Et je me suis dit, ça, c'est la culture du silence. Et je me suis dit bêtement à ce moment-là, notre génération ne fera pas ça. Parce que nous avons compris à ce moment-là que nos instructeurs, qui avaient connu la guerre d'Algérie, qui étaient incapables de nous en parler, allaient mourir avec un ulcère à l'estomac de ce sujet. Jamais évoqué. Et donc, j'irais presque par mesure de sauvegarde, j'ai pensé à ce moment-là, notre génération sera différente. Elle racontera ce qu'elle a fait. Mais je ne savais pas que ce serait moi. Ce qui est, au fond, assez difficile à Saint-Cyr, c'est que c'est sans doute une école de formation des plus exigeantes, des plus, oppressantes en termes physiques et nerveux. Et en même temps, je dois reconnaître, 40 ans après, que même si j'ai détesté le côté humiliant de ce bahutage, la pression physique et psychologique qui était exercée sur nous en permanence nous oblige à comprendre 2 choses qui sont cruciales pour la suite. Comme c'est compliqué de résister, et comme il est important de résister. Je crois que c'est pour ça que je me suis inscrit dans un coin, qui est maintenant le titre de mon blog, la devise de Delattre, que je n'avais pas très bien comprise à l'époque et que je trouvais pas très positive. Ne pas subir. Voilà.
pour moi, ça devenait un sujet crucial. Et plus à Saint-Cyr, on essayait de me convaincre de faire quelque chose et surtout de quitter l'école. Et plus je me disais, il faut que je reste jusqu'à ce que j'ai compris quelles étaient les limites de ma résistance. Et ça, je dois dire que c'est un voyage qui est assez éprouvant à Saint-Cyr. C'est que le bahutage et d'une manière plus large, la pression qui est exercée sur nous est remarquablement maîtrisée par le commandement de l'école. Je crois qu'en 3 ans, j'ai tout le temps vu la ligne rouge des limites de notre propre résistance, sans jamais avoir le sentiment que nous étions au bord du gouffre. Voilà. Je regarde ça maintenant avec admiration, parce que je me rappelle quand même qu'on était armés jusqu'aux dents, que ça aurait pu se terminer en échange de coups de feu dignes d'un campus américain avec 150 morts dans l'heure, et qu'en fait, il y a pratiquement, je touche du bois parce que malheureusement il y a eu quelques cas, d'accidents mortels. Il y a une maîtrise de la violence et de la souffrance qui est absolument hallucinante. Et je revois parfaitement, malgré la distance aujourd'hui, ces moments tragiques où on comprend, et pour chacun, cette frontière est différente, la limite de sa propre résistance. J'ai vu un de mes camarades qui après a dirigé les forces spéciales, qui était incapable de se faire une piqûre tout seul, parce qu'il avait une espèce de phobie de s'introduire un truc dans la jambe. J'ai vu un copain qui est aujourd'hui un des grands spécialistes du renseignement, refuser totalement d'avaler une sardine vivante, qui est une des épreuves à la con des centres d'entraînement commando, mais parce que pour lui, c'était juste inimaginable, et je l'ai vu pleurer à ce moment-là, alors que c'était un garçon d'une résistance inouïe. J'ai vu aussi comment chacun d'entre nous apprenait à mentir. Parce qu'en fait, pour survivre dans ces situations compliquées, il faut arriver à faire la différence entre la réalité et ce qu'on doit afficher. Et ça va contribuer à la culture du silence, parce que la culture du silence est aussi une culture du paraître. Voilà, même quand on est complètement épuisé, même quand en fait on n'en peut plus, on va quand même se raser et se laver le matin, on va dresser son uniforme de manière parfaite, parce qu'il faut donner l'illusion qu'on est encore prêt à aller plus loin, alors qu'on n'en peut juste plus. Et ce voyage sur ses propres limites, je crois, a été un des voyages les plus difficiles pour moi, à titre personnel, mais aussi sans doute pour chacun de mes camarades qui n'en a jamais parlé. Nous n'avons jamais échangé sur ce sujet parce que je pense qu'il est beaucoup trop intime. Voilà. À quel moment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas capable d'aller plus loin? Ça nous servira parce qu'après Saint-Cyr, nous sommes tous partis dans des unités de combat et comme je le disais tout à l'heure, ma génération a initié toutes ces interventions extérieures. Ça nous servira dans les moments que nous ne pouvions pas prévoir. Et là aussi, c'est une des caractéristiques de Saint-Cyr, c'est qu'on nous forme et qu'on nous prépare à plein de choses, mais ça n'est jamais ce qui va arriver. Et je crois que c'est, vous allez me dire, le propre de la vie, mais peut-être le plus terrible dans les situations de guerre, c'est que les situations sont totalement imprévisibles. Et je pense à un événement en particulier qui m'a gêné tout en me disant qu'il m'a sans doute marqué. C'est que ma première opération à l'étranger, c'était au Cambodge. J'étais chef de patrouille en jungle à la frontière du Laos et négociateur chez les Khmers rouges. Et pendant une négociation très difficile, en pleine jungle, un négociateur Khmer rouge, enfin un Khmer rouge, un chef Khmer rouge s'est levé. Il a tiré une balle dans la tête de mon co-négociateur. Il s'est rassis et on a repris la négociation. Et c'est là où on voit que la formation à Saint-Cyr est très prégnante. Je pense que, si j'avais été encore normal, je me serais soit enfui,
soit on aurait tiré sur tous les Khmers rouges qui étaient en face, mais ils étaient vraiment plus nombreux que nous. En tout cas, ça se serait très mal passé. Alors que là, j'ai repris la négociation. On a discuté pendant 1h30 la manière dont on allait désarmer progressivement un bataillon de Khmers rouges. Les Khmers se sont levés, ils sont repartis comme si de rien n'était. On a mis mon petit camarade dans un sac, dans une housse en plastique. Et en fait, on n'en a jamais trop parlé parce que sinon, ça nous aurait empêché de continuer. Et c'est là où je vais être d'une totale ambiguïté, c'est que je me dis que parfois, cette culture du silence, elle est aussi nécessaire pour continuer à avancer, peut-être à des moments où on sent qu'on est arrivé à une limite de ce qu'on pouvait prévoir dans des situations totalement imprévisibles. 3 années à Saint-Cyr, des années très difficiles, très marquantes. Mon commandant de promotion était pas marqué comme ça dans le livre pour des raisons juridiques, mais bien évidemment, c'était Georges Lain, le futur chef d'état-major des armées, et grand commandeur de la Légion d'honneur, et qui a dirigé les travaux de reconstruction de Saint-Cyr, un personnage extrêmement compliqué, un moine soldat très, très, très difficile. Saint-Cyr, c'est aussi le moment où on comprend que, contrairement à ce qu'on affiche, on va être en compétition toute sa vie avec ses camarades de promotion, dont la promotion même est extrêmement complexe dans notre système, et que tout en affirmant la camaraderie entre compagnons d'armes, je n'ai jamais été aussi aimé que le jour où j'ai annoncé que je quittais l'armée. Quand même un moment difficile. C'est aussi un milieu qui, finalement, vous marque à vie, puisque c'est ces jeunes années où on est en formation et où on va prendre des références et des codes qui vont s'inscrire au plus profond de nous-mêmes. L'historien Stéphane Audouin-Rousseau, qui préface mon livre, le dit très bien. En fait, il y a des choses dont moi, je n'ai même plus conscience, tellement elles sont inscrites profondément dans ma culture, pas seulement la culture du silence, que là j'ai un peu transgressé, mais la culture de la mission. Et j'ai réalisé à travers ces propos que je n'avais jamais remis en cause une seule fois une mission que j'avais acceptée. Que je n'avais jamais remis en cause le fait alors que j'avais déjà 2 ou 3 enfants, que je me suis retrouvé pendant 6 mois en jungle, à la frontière du Laos, pour un truc complètement inimaginable. J'avais accepté cette mission et donc il fallait la réaliser jusqu'au bout, au péril peut-être de nos propres vies, mais que tout ça était indispensable. Oui, des années très marquantes. Je dois vérifier que je ne sois pas trop long. Je voudrais parler encore d'une dernière chose, mais est-ce que j'ai le temps ? Oui, 5 minutes. 10. D'accord. Des années très marquantes. Et maintenant, je vais quitter Saint-Cyr pour revenir à l'actualité, si vous le voulez bien. Parce que, encore une fois, pour comprendre les réactions de mes camarades aujourd'hui, il fallait avoir ce petit passage à Saint-Cyr tellement surprenant dans la manière de faire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette guerre en Ukraine. Une guerre imprévisible, exactement comme les événements que je vous relatais juste avant. Une guerre qu'on n'a pas vue venir, ou qu'on n'a pas eu envie de voir venir. Et en fait, on ne sait plus très bien comment réagir. Ce qui me surprend, et c'est là où je vois l'empreinte de la culture du silence, c'est que les chefs de l'armée française, quand on est entre 2 portes, et qu'ils ont eu l'assurance que personne ne nous écoutait, me disent en substance, on a été privé du débat sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'armée française. Parce que le pouvoir politique en France n'est pas prêt à accepter, ou n'est plus prêt à accepter que les militaires puissent causer. Quand ils disent eux, ce n'est pas forcément eux en tant que militaires en activité, mais que les anciens militaires puissent causer. Et puis en même temps, exactement les mêmes personnes, je pense par exemple à Thierry, vont publiquement expliquer que tout va bien, que l'armée est prête. Alors ils n'ont pas dit il ne manque pas un bouton de guêtre, heureusement, formule historique, mais on n'en est pas loin.
alors qu'ils savent pertinemment que ça n'est pas la réalité. Voilà. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre de leur part, c'est comment ils arrivent à vivre cet écart entre ce dont ils ont conscience et ce qu'ils peuvent si peu exprimer. Je les trouve inquiétants dans ces moments-là. J'aimerais qu'ils parlent plus. J'aimerais qu'il y ait plus. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Goya, qui intervient souvent sur les plateaux médias, qui est un ancien, qui n'est pas un ancien Saint-Cyrien d'ailleurs, qui n'a pas été marqué au fer rouge par la culture du silence, mais qui est un ancien colonel et un excellent historien militaire. Je regrette qu'il n'y ait qu'une dizaine de Michel Goya actuellement en France sur les plateaux médias, alors qu'il devrait y avoir des centaines de mes anciens camarades qui viennent expliquer comment eux, ils comprennent la situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, et qu'en réalité, ils se sont murés dans cette culture du silence. C'est assez délicat, parce qu'au fond, ils reposent uniquement sur le pouvoir politique. Et j'imagine toute la frustration qu'ils doivent ressentir de voir que parfois leurs arguments sont utilisés ou au contraire complètement écrasés. Je vais prendre un exemple. Vous avez forcément suivi ou été touché par le débat qu'a initié le président Macron il y a 3 semaines maintenant autour de la possibilité que la France engage des soldats en Ukraine. Débat cataclysmique. Comment un Français qui irait mourir en Ukraine? J'ai entendu mes anciens professeurs à Saint-Cyr, comme Pascal Boniface ou Pierre Lelouch, se mettre à crier « Je ne veux pas mourir pour le Donbass ». C'est d'autant plus risible que d'abord, ils ont un peu dépassé l'âge, mais surtout qu'il n'a jamais été question de mobiliser qui que ce soit en France. Je rappelle que la France, elle a fait le choix, à cause de ma génération, d'une armée de métier, il y a maintenant presque 30 ans, et que par conséquent, si un jour on envoie des soldats français en Ukraine, ce sera des soldats professionnels et bien sûr volontaires. Mais la question que pose le président Macron, elle est essentielle. C'est au fond, est-ce qu'on est prêt à se battre pour défendre ce à quoi nous sommes attachés? Alors que pendant 30 ans, à cause de la complicité de ma génération, on a cru qu'on était exempté de guerre. On a pensé, mais grâce au silence de mes camarades, et puis aussi au fait que nous partions dans ces opérations extérieures dont nous ne voulions surtout pas débattre, et dont le pouvoir politique ne voulait pas débattre non plus, parce que sinon il aurait dû expliquer ce qu'on faisait au Rwanda, ce qu'on faisait au Mali, etc. Maintenant que la guerre est à nos portes, comment expliquer à la société française, et c'est à peu près la même chose dans tous les pays européens, sauf ceux qui sont frontaliers avec l'Ukraine ou la Biélorussie, qui eux sont dans une autre situation. Mais tous les autres se disent, mais attendez, c'est pas possible que d'un seul coup on passe de décennies de paix inscrites dans notre environnement à la menace de devoir faire la guerre demain en Ukraine, d'avoir des morts. Ce matin, j'ai été interpellé par BFM TV parce qu'ils ont fait une interview du vice-président de la Douma, qui porte pourtant un beau nom, qui s'appelle Piotr Tolstoï, mais qui a expliqué avec des airs grandiloquents que si des soldats français venaient en Ukraine, ils seraient tués et qu'on les ramènerait dans des cercueils à Orly. Vous voyez, c'est vraiment l'image agressive. Bah oui, ça s'appelle la guerre. Et lui, à cause des décisions qu'a prises le président Poutine, ils ont envoyé des centaines de milliers de jeunes Russes et d'Ukrainiens se faire tuer. Donc, il croit quoi? Qu'il va nous faire peur parce qu'il nous dit qu'à la guerre, il y a des morts. C'est une plaisanterie, son truc. La seule chose, c'est que lui, il n'a jamais fait la guerre, hein, rassurez-vous. Il risque rien. C'est les autres qui l'envoient mourir. Mais la question du président Macron, qui fait débat dans toute l'Europe, elle est essentielle. Est-ce que nous sommes prêts à regarder la réalité en face, ou est-ce qu'on veut continuer à vivre dans cette fiction, entretenue par le silence de mes camarades, du fait qu'on peut gagner une guerre par procuration, qu'on peut acheter le parapluie américain, qu'on peut demander aux Ukrainiens de se sacrifier pour nous, puis en échange, on leur filerait quand même des armes et des munitions. La question, pour moi, elle est effectivement existentielle. Et je vais prendre pour ça un exemple que m'ont relaté mes camarades de Saint-Cyriens, d'ailleurs, qui l'été dernier était en conseil de l'armée ukrainienne quand il y a eu l'offensive qu'ont essayé de lancer les Ukrainiens contre les Russes. L'offensive était très dure, on leur avait livré beaucoup de matériel.
Les Ukrainiens pensaient qu'ils étaient sur le point de percer le front russe, et les experts occidentaux, dont mes petits camarades, leur ont dit « il faut vous concentrer plus, il faut vraiment, comment dire, c'est ce qu'on appelle dans l'art de la guerre la concentration des efforts, vous mettre sur un seul point, accepter des pertes importantes, mais percer à tout prix ». Et là, les Ukrainiens, un peu excédés, leur ont répondu « vous savez, votre modèle, c'est le débarquement de Normandie en juin 1944. Imaginez une seconde que les Américains se soient contentés de vous livrer du matériel et des chalands de débarquement. Vous ne croyez pas que vous seriez encore sur la plage aujourd'hui ? Et ça nous a vachement choqués. Et d'ailleurs, c'est sans doute ça qui a initié les débats au sein des armées, parce que toutes les armées européennes en parlent entre elles. Est-ce que vous croyez qu'on peut gagner une guerre par procuration ? Est-ce que vous croyez que, même si les Ukrainiens sont extrêmement courageux, qu'ils se battront jusqu'à leur dernier souffle, on peut se contenter de leur livrer du matériel et des munitions qu'on sait à peine fabriquer en Europe dans des quantités industrielles, et que c'est avec ça qu'ils vont gagner la guerre contre un pays qui est 4 fois plus important qu'eux. Mais il faut arrêter de rêver. La réalité est complètement différente. C'est que l'Europe, si elle réunissait ses budgets de défense, serait 4 fois plus puissante que la Russie. Mais du coup, est-ce qu'on se mobilise au niveau européen et qu'enfin on dit oui, bien sûr, il faut s'opposer à l'avancée russe, mais oui, on aura des morts. Oui, on aura des enfants, des frères, des cousins qui seront tués là-bas. Au passage, quand ils étaient tués au Mali, ça faisait finalement pas tellement débat. Hein. Mais là, au moins, ce serait une raison qu'on comprendrait. Ou est-ce qu'on vit, comme me l'ont dit ces anciens professeurs, dans l'illusion, ou, pardon, j'en ris parce que j'ai trouvé tellement, comment dire, à l'ouest, Ségolène Royal, qui est intervenue avec moi lors d'un dernier plateau média, et qui nous a dit, on était épatés. J'ai pas tenu plus de 3 minutes avant de lui dire, non, attendez, arrêtez, vous pouvez pas dire des conneries pareilles, quoi, c'est pas possible. Elle expliquait qu'on allait aller voir Poutine et qu'on allait discuter avec lui, comme ça la guerre allait s'arrêter. Voilà, on voit tout de suite une personne qui a conscience de ce qu'est la réalité. Là, au moins, on n'a pas de doute à son sujet. Voilà, il reste des places réservées en secteur Alzheimer, mais non, voilà, je ne pense pas qu'on y arrivera de cette manière, mais néanmoins, on est bien confronté à cette dureté d'une situation dans laquelle, comme l'a rappelé le chancelier allemand, Olaf Scholz, c'est pas à nous de décider qu'on n'a plus d'ennemis. C'est en face de nous, on a un empire menaçant. Et par conséquent, c'est lui qui mène cette guerre. Et on a bien essayé, je pense que tout le monde a essayé, en particulier d'ailleurs le président Macron lui a beaucoup reproché, jusqu'au bout de pouvoir discuter avec ce type qui est un vrai dictateur dans sa tête, hein, qui est un dangereux personnage. Je dirais tellement dangereux qu'on a retrouvé, vous le savez peut-être, ces notes du KGB, dans lesquelles ses officiers supérieurs disaient « il ne faut pas qu'il aille trop loin parce qu'il n'a pas conscience des conséquences de ce qu'il veut faire ». C'est même grave. Oui, on est confronté à un empire menaçant, et je dirais que le silence ne peut pas nous sauver. Voilà. Pour moi, la question, elle est là. C'est qu'on ne peut pas avoir la tête dans le sable, on ne peut pas faire l'autruche face à une situation pareille. Je sais que les mots sont durs à entendre, mais on n'est pas encore en guerre contre la Russie, et je ne souhaite pas qu'on le soit. Mais on est déjà menacé. Et en fait, si on n'est pas capable de se battre, si on n'est pas capable de se mobiliser et d'exposer certaines de nos vies, de prendre de risques pour le sujet, notre avenir ne nous appartient plus. Voilà, donc je vais terminer là pour répondre à vos questions maintenant, mais si je faisais un lien terrifiant entre Saint-Cyr il y a 40 ans et la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, je dirais que le silence ne résout rien, qu'il y a sans doute des moments où on gagne à se taire. Je vais reparler de Ségolène Royal, non, je vais la laisser de côté. Mais je préférais que l'armée rentre dans une culture du débat plutôt que dans une culture du silence. Voilà, merci.